bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale d'Agripan consacrée aux 40 mesures pour faire décoller l'Afrique en 5 ans seulement par l'agriculture et l'élevage. Ce programme économique proposé par Bernard Djongan, le président du CRA, Croire au Cameroun. Un programme qui vise à réduire à travers l'agriculture et l'élevage la pauvreté au Cameroun, en Afrique, d'au moins 65% en seulement 5 années. Ce soir, il sera donc question de présenter les 40 mesures pour en finir avec la pauvreté, la famine, la vie chère, pour produire abondamment, créer de la richesse et du bien-être pour tous, pour faire de l'Afrique une grande puissance agricole. Imaginez-vous ce que l'Afrique pourrait faire de ces 35 milliards de dollars par an de bénéfices si elle se nourrissait elle-même. Cela suffirait à électrifier tout le continent. Et de ces 110 milliards de dollars d'économie annuelle sur les importations alimentaires suffirait à combler les déficits d'infrastructures en Afrique, soulignait le président de la Banque africaine de développement, Akwioumi Adesina. Ce qui voudrait tout simplement dire que tous les États africains doivent donc miser sur l'agriculture pour se développer et améliorer le cadre et les conditions de vie de leur population. Notre invité ce soir est un ingénieur agronome, un agriculteur qui cumule plus de 30 années d'expérience. Il est courageux, persévérant. Il sait prendre des engagements et les tenir. Il a été et est aujourd'hui au cœur de plusieurs projets d'envergure. La Voix du paysan, le journal de l'entrepreneur rural, Éclat d'Afrique, le meilleur de nos campagnes, un magazine People pour les acteurs du monde rural. C'est encore lui qui a dénoncé la mafia autour du projet Maïs au Cameroun, qui a crié haut et fort, zéro produit alimentaire importé au commissariat pastoral des Bolovas au Cameroun, non à l'importation massive et non contrôlée des produits et des poulets congelés, autant pour moi. Il est bourré de talent. Le président Bernard Djongan n'excelle pas seulement dans la critique et la dénonciation, il sait aussi proposer. Et ce soir, il nous fait l'honneur de nous présenter les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun et l'Afrique avec l'agriculture et l'élevage en 5 ans. Voici Bernard Djongan en 7 petites minutes, présenté par Valérie Ngassa. Un style particulier, un franc-parler peu ordinaire, des actions souvent osées qu'elles tendent à l'irrévérence. C'est du tout Bernard Djongan. De 2003 à 2006, il fallait se battre contre le pouvoir administratif puisque le ministre, c'est le ministre Amadou Adjouji qui était à l'élevage. Et pour importer le poulet, il faut avoir ce qu'ils appellent un avis technique. Donc on t'autorise à importer le poulet congelé. Et c'est le ministre qui signe les avis techniques. Au Cameroun, la plupart des enfants et des jeunes rêvent d'un métier, d'une passion professionnelle. Un rêve très rapidement brisé par la conjoncture du marché du travail, où l'accès aux grandes écoles est souvent conditionné par la filiation ou des connexions et que très peu par le mérite. À défaut donc de faire le métier de leur rêve, les jeunes Camerounais se contentent de faire le métier disponible, le seul qu'ils ont trouvé. Bernard Djongan a lui aussi rêvé. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique avec mention bien, il décide de multiplier ses chances. Il fait alors plusieurs concours, dont ceux de l'école de médecine, de l'école d'ingénierie agricole et aussi de l'aéronautique civile. Des concours qu'il passe tous avec brio. Contrairement donc à ses camarades, Bernard Djongan a le choix, un choix qui selon lui a été si facile parce que tellement évident. Il s'est avéré qu'à l'époque, moi j'adorais déjà la chose agricole. Donc je n'ai pas trop eu à hésiter de m'inscrire à l'École nationale supérieure agronomique qui était à Colbison à l'époque. Quand on sortait de l'école à notre époque, on était directement intégré dans la fonction publique. Donc j'étais fonctionnaire affecté à la recherche scientifique. J'ai fait 2 ans à la recherche. En 85 et 86, j'ai fait 2 ans à la recherche.
Et après, j'ai compris que la recherche, ce n'était pas mon milieu. Je suis parti de la recherche, ce qui n'a pas plu à mon directeur de l'époque, ça n'a pas aussi plu à mon ministre de l'époque, qui m'ont amené à prendre cette décision de démissionner de la fonction publique. C'est le début d'une longue carrière d'activiste au service de l'agriculture et de l'élevage camerounais. Pour porter ses idées, Bernard Djonga décide de créer l'ONG SAILD, le service d'appui aux initiatives locales de développement. Dans la foulée, il fonde le journal La Voix du Paysan, un journal 100% orienté vers le monde rural. Grâce à ces deux soutiens et avec les moyens modestes qui sont les siens, Bernard Djonga matérialise son engagement citoyen. Il équipe des bibliothèques des dizaines de collèges et lycées camerounais pour redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. Son engagement est également visible sur le terrain sanitaire. Avec le SAILD, il met sur pied des mutuelles de santé Promus dans plusieurs régions du Cameroun, ce qui permet l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les plus démunis. Aussi, Bernard Djonga fait de l'accompagnement des paysans une priorité à travers le Centre de documentation rurale, les CDDR et le SAILD par la publication des ouvrages. J'ai cette particularité d'avoir un odorat très fin et je sens déjà les bonnes choses. Avec le temps, le citoyen engagé qui pensait pouvoir s'appuyer sur l'administration se retrouve peu à peu isolé de celle-ci. Pire, quelquefois, c'est cette même administration qui mettra les bâtons dans les roues des projets du paysan. C'est alors qu'on découvre un tout autre visage de Bernard Djonga, son côté activiste, dont le porte-étendard sera l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, l'ACDIC. Son premier combat concerne la filière agricole et il fait de l'interdiction de l'importation des poulets congelés son cheval de bataille. Imaginez-vous, c'est en 1999 que nous identifions les poulets congelés sur le marché comme étant un facteur d'anéantissement du petit élevage en milieu rural. Lequel petit élevage, soit dit en passant, nous accompagnons. Alors quand nous constatons ça en 1999, nous avons un journal La Voix du Paysan. À travers La Voix du Paysan, nous cherchons à anéantir cette situation. Rien n'y fait. C'est en 2003 que nous décidons de créer une nouvelle structure, dont l'ACDIC, qui aurait pour vocation de mobiliser les bonnes volontés pour aller contre les poulets congelés. Et c'est là où j'ai compris que rien ne se donne. Ça s'arrache. Aussi bien déterminé que controversé, Bernard Djonga a le mérite de choquer, y compris jusque dans les hautes sphères de l'administration camerounaise. Bernard Djonga, c'est sans aucun doute l'un des ennemis les plus médiatisés de l'administration territoriale camerounaise, tellement ennemis qu'ils ont fini par se côtoyer, souvent régulièrement, mais d'une toute autre façon. Je ne sais pas s'il existe des cellules chez Yaoundé que je ne puisse pas connaître. Ah oui, j'ai fait des cellules, mon cher ami, j'en ai fait. Et je peux vous dire que ce n'est pas gai. Sous le préfet Betty Assomo, j'ai fait la cellule 2 fois. Sous le préfet Jean-Claude Silla, j'ai fait la cellule 2 fois. La dernière fois que j'ai fait la cellule, pour avoir manifesté avec les paysans à la grippe aviaire en 2016. Mais c'était encore avec le préfet Silla. En plus de 30 ans d'activisme, Bernard Djonga aura demandé des dizaines et des dizaines de fois des autorisations de manifestations publiques. Des demandes à chaque fois systématiquement rejetées. Jusque-là, Bernard Djonga ne lâche rien et en 2016, il se fait une fois de plus remarquer au plus fort de l'épidémie de grippe aviaire qui frappe le Cameroun. Contre toute attente, il décide dès 4 heures du matin de déverser 14 000 œufs de volaille devant le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Je ne sais pas si vous imaginez, on a la grippe aviaire. On constate que du fait que cette grippe aviaire est mal gérée par le ministère de l'élevage, on a des milliers de producteurs qui perdent leurs activités, qui perdent économiquement parlant et qui abandonnent leurs activités. C'est ça la réalité. Comment voulez-vous qu'on s'exprime, qu'on le dise? L'une manière de le dire,
c'était de servir les œufs au ministre. Et qu'est-ce que nous avons donc fait? Nous avons mobilisé, c'était 14 000 œufs à couver. Vous ne savez pas ce que c'est. 14 000 œufs à couver que nous avons transportés avec 5 véhicules. On s'est levé un jour à 4 heures et toute l'opération s'est passée de nuit. À force d'écumer, les ministères sans parfois ne jamais être reçus et aussi souvent combattus, Bernard Dionga s'est finalement vu naître et progresser un engagement politique. Vous imaginez 30 ans dans le combat citoyen, ingénieur agronome, on accompagnait les producteurs. Il y a les problèmes d'alimentation, il y a les problèmes de vie chère. Nous proposons des solutions pour résoudre ces problèmes aux politiques qui ont les moyens de pouvoir les solutionner. Pour ne pas compter le nombre de fois où on m'a fait paroter dans l'antichambre du ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si vous réalisez. Pour lui donner des propositions, pour qu'il assume ses responsabilités. Mais quand on accuse une fin de non-recevoir, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par vous-même par dire, mais le politique que je veux rencontrer, il n'est pas plus camerounais que moi. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On finit toujours par se dire ça. En 2011, Bernard Dionga propose un pacte à tous les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle. Cette proposition, presque contraignante, obligeait les candidats signataires à implémenter une fois au pouvoir une politique de développement agro-pastoral. Au terme de la campagne, la quasi-totalité des partis politiques en course étaient signataires, à l'exception du RDPC, du président Biya, qui remporta finalement le scrutin. Ce que le plan vous propose, c'est un projet. C'est une vision. Nous, on veut faire du Cameroun une puissance agricole. Dans sa détermination, Bernard Dionga décide de pousser un peu plus loin son engagement politique et de franchir un cap jusque-là inédit dans sa riche carrière. L'éternel défenseur du monde rural sera candidat à la présidentielle camerounaise de 2018. Et pour ce nouveau combat, Bernard Dionga arrive avec de nouvelles idées, de nouveaux arguments et surtout de nouvelles propositions, notamment ces 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. Merci infiniment à Valérie Gassa pour cet élément. Président Bernard Dionga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Louis Roger. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de l'Afrique ce soir lors de cette émission. Alors c'est une édition spéciale au cours de laquelle vous allez donc présenter vos 40 mesures pour faire décoller le continent africain, y compris bien évidemment le Cameroun. Vous avez regardé cet élément de Valérie Gassa. Avez-vous la ferme conviction qu'il a tout dit de l'homme que vous êtes? Bon, je pense que même s'il n'avait pas tout dit, il a dit l'essentiel. Je pense qu'à travers ce que Valérie Gassa a présenté, vous avez une idée du parcours que nous avons eu à traverser. Et ce que moi je trouve nettement intéressant dans cette présentation, c'est de rappeler que les 40 mesures que nous proposons aujourd'hui aux Camerounais et puis à l'Afrique, c'est le fruit d'un diagnostic qui a duré 30 ans. Ce n'est pas un ramassis de doléances, ce n'est pas un ramassis de promesses, c'est le fruit d'un diagnostic sur 30 ans. Et nous avons eu aussi cette chance que ce diagnostic ne s'est pas limité au Cameroun, c'est un diagnostic qui a engagé plusieurs autres pays d'Afrique. Donc je suis très heureux de constater que M. Ngassa n'a pas oublié cet élément. Si vous prenez donc l'antenne, c'est une édition spéciale Agripan, consacrée donc à ces 40 mesures pour faire décoller le continent africain par l'agriculture. Et nous rappelons à nos téléspectateurs qui souhaiteraient réagir ou apporter des compléments d'informations qu'ils pourront le faire à moins 15 minutes de la fin de l'émission pour permettre au président Bernard Dionga de s'étendre davantage sur ces mesures qu'il nous propose ce soir. Alors, sans plus tarder, on va commencer par l'une des premières mesures dans ce document que vous allez mettre, que vous mettez à la disposition des téléspectateurs et qui pourront également, à travers le site internet qui va s'afficher, pouvoir également consulter. Commençons par l'une des premières mesures. Pour vous, il est question par exemple de mettre l'État et l'administration au service du projet et des citoyens. Bon, lui, Roger, avec ta permission, je voudrais apporter quelques précisions introductives. Alors, nous parlons du Cameroun, nous parlons de l'Afrique. Alors, quand nous parlons de l'Afrique, on ne peut pas perdre de vue que dans l'Afrique, surtout l'Afrique noire aujourd'hui, vous avez, je vous donne juste quelques exemples, vous avez 80% de la population au Burkina Faso qui est agricole. 80% de la population, donc qui vivent de l'agriculture.
Au Mali, c'est 80%. Au Cameroun, vous avez 79%. Au Niger, vous avez 83% des populations qui vivent de l'agriculture. Donc, je commence par préciser cela pour simplement dire qu'on a affaire à un projet qui a pour principal objectif d'en finir avec la famine dans nos pays en produisant abondamment, en créant des emplois, c'est-à-dire du travail, en créant de la richesse pour tout le monde. Ça, c'est l'axe essentiel. Donc, l'agriculture est le premier levier de développement que nous proposons ce soir à l'Afrique. Voilà. Et donc, la première mesure, si c'est dans l'agriculture, il est tout à fait normal, en prenant l'exemple du Cameroun, qui va se détendre sur l'Afrique, on a affaire au Cameroun à un pays qui a 5 zones agroécologiques. Nous proposons qu'on redivise le Cameroun au lieu de 10 régions, mais en 5 régions qui correspondent aux 5 zones agroécologiques. Vous aurez la région de l'extrême nord qui s'associe avec la région du nord pour former la région sahélienne, la région de l'ouest qui s'associe avec la région du nord-ouest pour former la région de haute altitude, la région du sud qui s'associe avec la région de l'est et celle du centre pour former la région forestière, la région du littoral qui s'associerait avec la région du sud-ouest pour former la région côtière et enfin la région de l'Adamawa qui deviendrait la région des hautes plaines. Voilà les 5 régions que nous proposons pour le cas du Cameroun qui correspond à la division agroécologique, c'est-à-dire une division naturelle du Cameroun. Et il s'avère que pour le cas du Cameroun, ça correspond aussi à la division socio-culturelle, ce qui est quelque chose de vachement intéressant. Et sur le plan continental... Maintenant, sur le plan continental, si vous allez en Afrique, vous prenez le Niger, vous prenez le Burkina Faso, vous allez constater que c'est des pays qui ont aussi des zones agroécologiques. Il est simplement question de proposer que dans ces pays-là aussi, qu'on donne que l'organisation administrative corresponde à la division agroécologique dans ces régions. Parce qu'en considérant la division agroécologique, on donne la possibilité à chaque région de donner le maximum de son potentiel en termes de production agricole. Et je précise, quand on dit agricole, c'est agro-silvo-pastoral. Donc, je peux dire agriculture, élevage, pêche, et puis pêche halieutique, etc. Donc, cette précision mérite d'être signalée. Et toujours dans ces mesures, pour vous, il est question de créer un super ministère des productions agricoles et un super ministère du développement industriel, des PME et de petites et moyennes industries. Écoutez, je commence toujours par le Cameroun comme exemple. Le Cameroun a 35 ministères. Pourquoi 35 ministères? Quand vous voyez un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne a 8 ministères. 8 ministères en Allemagne. Et on dit que c'est une grande puissance. Nous, on est un pays pauvre, on a 35 ministères. Nous proposons qu'on réduise le nombre de ministères, qu'on passe de 35 à 19. À titre d'exemple, au Cameroun, par exemple, et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la plupart des pays africains, vous avez le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, qui est séparé du ministère de l'Élevage, qui est séparé du ministère des Forêts, qui est aussi séparé du ministère de l'Environnement. Pourquoi tous ces ministères? Nous proposons qu'on associe ces ministères pour en former un seul, qui est le ministère du Développement Rural. Donc c'est ça le super ministère. Et vous allez constater qu'on répond encore une fois de plus à la présentation naturelle de l'environnement dans lequel vivent les petits producteurs en milieu rural. Quand vous allez chez les paysans, vous ne remarquez pas qu'il y a une différence en tant que telle entre les activités d'élevage et les activités agricoles. Absolument pas. Même quand il y a la pêche, il n'y a pas une différence. Donc tout est associé. C'est une des caractéristiques des activités au niveau des exploitations familiales, l'association. Malheureusement, au niveau administratif, on divise. Donc nous proposons qu'on respecte cette association naturelle qui a fait ses preuves. C'est l'une des propositions que nous faisons. Il faut également dire que parmi ces propositions, on ne peut pas mettre en place cette réorganisation administrative sans lutter contre la corruption, qui est d'ailleurs un fléau qui gangrène pratiquement tous les segments de la société africaine aujourd'hui. Tout à fait, de la société africaine, vous le dites si bien. Et vous allez constater que l'un des facteurs aggravants de la corruption dans tous nos pays, c'est la perte, la destruction de nos valeurs. Vous voyez, si dans une société, dans un pays quelconque, si on commence à mettre l'homme qu'il faut là où il faut, vous allez voir qu'on gagne, on commence à grignoter sur la corruption. Si on essaye d'être juste et que les sanctions positives ou négatives soient appliquées de manière juste et que tout le monde le sache, vous allez constater qu'on commence à lutter contre la corruption. Donc, c'est un ensemble de favoritisme, une société où il n'y a pas de justice qui entraîne aussi cette recrudescence de la corruption. Donc, nous proposons qu'il faudrait qu'on revienne à la recrudescence de nos valeurs,
qu'on replace nos valeurs au centre de la vie en société. Ça, c'est le premier acte que nous proposons pour la lutte contre la corruption dans tous les pays africains. En appliquant ces règles, on sentirait qu'on commencerait à lutter petit à petit contre la corruption et surtout en mettant en place un système qui permet aux populations de participer à cette lutte contre la corruption. Et la meilleure manière de le faire, ce n'est que la justice, ce n'est que l'équité. Justice, équité, il est également question, président Bernard Djonga, de reformuler l'accompagnement des producteurs. Comment entendez-vous mettre en valeur cette réforme sur le plan continental comme au Cameroun? Dans tous les pays africains, vous allez remarquer qu'il y a les projets et les programmes. Les projets et les programmes sont très souvent promus par les institutions multilatérales, la Banque mondiale, le FMI, et on a des projets et des programmes autour des ministères, et surtout dans le milieu agricole. Nous avons constaté que, généralement, ces projets et programmes ne vont pas droit dans les besoins des producteurs, ne résolvent pas en tant que tels les problèmes que ces projets sont supposés résoudre. Sur certains aspects, ces projets aussi sont des facteurs aggravants de la corruption et de la malgestion dans notre société. Nous proposons tout simplement qu'on fasse table rase de ces projets et programmes et qu'on mette en place un système d'accompagnement des paysans avec des encadreurs qui sont engagés dans un contrat de performance. C'est ce que nous proposons pour pouvoir reformuler l'accompagnement en milieu rural. Et bien évidemment, à ce sujet, nous proposons l'apparition des subventions sous forme de primes à la production. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail avec cette subvention comme prime à la production? Écoutez, dans l'exemple qui nous a convaincus de cette démarche, nous avons constaté que lorsqu'on accorde les subventions aux producteurs avant l'action, avant l'activité, le risque que les producteurs n'aillent pas en champ avec les moyens dont ils prennent est extrêmement grand. Alors nous proposons ici ce que nous avons appelé subvention sous forme de prime à la production. Quand vous allez dans une région donnée, on met en place un système qui dit ceci. Si un paysan fait 1 hectare de sorgho, et s'il récolte pour cet hectare de sorgho 3 tonnes, ou bien 4 tonnes de sorgho, on lui laisse son sorgho entrer dans le circuit normal de commercialisation ou bien de son alimentation, mais on lui accorde une subvention sous forme de prime à la production, disons par exemple de 300 000 francs. Donc les 300 000 francs sont payés aux producteurs à la récolte, qu'on s'entende très bien. Je vous vois venir pour me dire où est-ce que le producteur prend de l'argent pour pouvoir aller en champ. Je répète, nous avons proposé cette solution parce qu'on a constaté que la plupart des paysans qui reçoivent de l'argent pour aller en champ, le risque de déperdition de l'argent entre le champ est extrêmement élevé. Il y a des paysans qui prennent de l'argent, ils vont créer une boutique, d'autres vont se marier. Il y a des encadreurs qui détournent, c'est ce que nous avons constaté. Donc, il n'y a pas mieux qu'une subvention sous forme de prime à la production, non seulement pour pouvoir obtenir les résultats escomptés, mais aussi, et c'est très important de le dire, pour pouvoir revaloriser le travail. Parce que la valeur travail aussi dans notre environnement est en train de s'émietter. Je voudrais que nous arrêtions un tout petit peu sur ces résultats que vous escomptez à travers cette reformulation de l'accompagnement des producteurs. Vous pensez aussi qu'il faudrait instaurer le carnet du producteur pour tout exploitant et établir un fichier national des producteurs en même temps qu'un observatoire de l'agriculture? Tout à fait. Quand vous prenez le cas d'un pays comme le Cameroun a 6 millions de petits producteurs. Un pays comme le Niger a 3,5 millions de petits producteurs. Or, aujourd'hui, il n'existe absolument pas de statistiques fiables pour les petits producteurs dans ces différents pays. Et c'est un mal africain. Alors, nous proposons ceci. Il faudrait que chaque producteur ait un carnet. Donc, on instaure le système de carnet des producteurs. Donc, que chaque producteur ait son carnet. Dans son carnet, on enregistre ce dont il a besoin pour pouvoir effectuer une bonne campagne agricole, c'est-à-dire ce qui lui manque. Et on enregistre aussi ce qu'il a comme atout, comme facteur de production, qui mérite d'être entretenu. Si on le fait pour chaque producteur et c'est faisable, j'attire votre attention. Déjà que dans les calculs que nous avons réalisés pour le cas du Cameroun, s'engager à mettre en place un système de carnet pour chaque producteur, un fichier de producteurs, ça fait employer une multitude de start-up, de jeunes qui sont formés en informatique, qui mettent en place le système de suivi de ces producteurs. Donc, nous proposons donc qu'à chaque début de campagne, il serait facile
à travers le carnet du producteur, de savoir ce dont le producteur a besoin pour pouvoir réaliser une bonne campagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait en début de campagne? Par producteur, on apporte dans sa zone, puisque ça va se faire par région, on apporte dans sa région l'ensemble des besoins qui ont été formulés par les producteurs ou bien les besoins qui sont connus des producteurs à travers leur carnet pour pouvoir les aider à faire une bonne campagne. Vous voyez que en faisant un suivi de cette nature, on a des données statistiques qui nous permettent de pouvoir orienter le développement de ces producteurs et orienter le développement de la production en fonction des besoins qu'un pays a. C'est quelque chose qui pour nous semble vachement intéressant, surtout que la majeure partie de nos concitoyens vivent de l'agriculture. Il est grande question, Président, de faire voter et promulguer une loi d'orientation agricole et une loi foncière. Tout ça pour permettre à ce que le secteur agricole puisse véritablement se mouvoir. Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, on nous a laissé comprendre que l'agriculture, c'est le métier des pauvres. L'agriculture, c'est un métier qui est dévalorisant. L'image qu'on a donnée de l'agriculteur, c'est une image qui ne pousse pas les jeunes à aller dans le métier agricole. Donc, il est question pour nous, à travers la loi d'orientation agricole, de faire en sorte que tous ces métiers agricoles aient une certaine valeur, soient reconnus. Il faudrait que les actants ruraux, que ce soit ceux qui sèment, ceux qui récoltent, ceux qui conditionnent, aient un statut qui puisse leur permettre de bénéficier des avantages que donne le statut de ceux qui sont en ville. Les fonctionnaires ont un statut, ils ont la retraite, ils ont la sécurité, mais les producteurs n'en ont pas. Donc, en instaurant une loi d'orientation agricole, on donne donc la possibilité aux métiers agricoles de gagner en valeur et de gagner aussi en attrayance vis-à-vis, surtout des jeunes, qui aujourd'hui regardent un peu ce métier comme étant un métier sale, un métier de pauvre et un métier dénigrant, dévalorisant. Il faudrait que cette image change. Et c'est pour cela que nous proposons la loi d'orientation agricole qui sera votée dans la plupart de nos pays, au Cameroun, et ce que nous proposons pour la plupart des pays africains. Voilà. Il est également question dans ces 40 mesures que vous proposez pour faire décoller le continent africain à travers l'agriculture, d'aménager les régions au mieux du projet. Mais tout à fait. Parce que, je reviens sur le cas du Cameroun, parce que c'est un cas qui est partagé par l'Afrique. Alors, au Cameroun, par exemple, on a des régions. Je vous ai parlé des 5 régions tout à l'heure. Quand vous prenez la région des Hautes-Plaines, c'est la région de l'Adamawa. La région à elle seule, cette région, c'est 120 000 km², la région de l'Adamawa, avec un taux le taux d'occupation, la densité de la population qui est autour de 10 habitants au kilomètre carré. Donc il y a suffisamment de l'espace. Mais nous avons un double avantage. Nous avons l'avantage que les hautes plaines sont extrêmement favorables à l'élevage. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons qu'on réduise l'espace de l'élevage qui est la divagation. On met en place un système de prime à la production du fourrage. Ça, c'est un. Ça nous permet de promouvoir la stabilisation de l'élevage, puisqu'il y aura aussi un prime à l'élevage, donc par nombre de têtes. Là, on s'est sûr qu'en faisant cela, on évite déjà le conflit qui pourrait exister entre éleveurs et agriculteurs. Maintenant, l'espace que nous avons gagné, nous mettons en place un système d'aménagement des terrains ruraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on morcelle ces espaces en 400, en 40, en 100, en 150, en 200 hectares. C'est selon. On viabilise ces hectares en faisant des routes et en faisant des ponts là où c'est nécessaire. Ça, c'est d'un. On fait venir de l'eau d'irrigation et de l'eau potable dans ces espaces. On fait venir de l'énergie et on fait venir le réseau dans ces surfaces. On peut aller plus loin. On peut pouvoir mettre sur chaque parcelle de 50 hectares, de 100 hectares, de 200 hectares, les caractéristiques du sol et les types de cultures qui sont adaptés à ces surfaces. Et on met aussi, simple que vous pouvez imaginer, ces espaces à la disposition de ceux qui ont besoin d'investir dans le secteur agricole. Ceci peut se faire au Cameroun. Je vous ai donné l'exemple des hautes plaines. Ça peut se faire dans presque tous les pays africains où il y a de l'espace. Vous vous imaginez très bien qu'on a des pays comme le Mali, comme le Niger, qui sont des pays extrêmement vastes. Vous allez me dire qu'il y a une bonne partie du désert, mais attention, même dans le désert, le vrai problème du désert, c'est qu'il manque il manque de l'eau. Ce n'est pas que la sécheresse, c'est parce qu'il manque de l'eau. On a vu ce que l'Israël a fait avec le désert. Donc, adapter des politiques pour irriguer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que nous proposons quand ça concerne l'aménagement de l'espace. Avec votre permission, je fais un autre pas. On constate qu'en zone forestière, les exploitants familiaux sont isolés dans l'espace. Nous proposons la mise en place de ce que nous avons appelé les pôles de promotion des cultures vivrières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
Dans une circonférence, mettons de 25 mètres carrés, on met en place une structure qui accompagne les petits producteurs dans leurs activités, qui sont souvent isolés. Donc, on les amène de passer à 1 hectare à 3 hectares. En le faisant, on augmente leur production. Mais comme ils ne sont pas habitués à gérer des grandes productions, dans l'espace, dans la structure que nous avons mise en place, on crée des aires de séchage, on crée des magasins de stockage, on crée une pépinière, on peut mettre aussi en place un magasin d'intrants agricoles et puis une équipe d'animateurs qui accompagne dans ce rayon-là les exploitants familiaux. Vous allez voir que petit à petit, les paysans qui étaient isolés, non seulement on les amène à produire plus, mais on les amène aussi à savoir qu'en s'associant, on gagne plus à travers ce qu'on a l'habitude d'appeler l'économie d'échelle. Petit à petit, quand les paysans auront pris goût ou bien auront compris que l'union fait la force, on va faire quitter cette structure pour la remplacer par une coopérative. Et c'est comme ça que naîtront les coopératives dans notre environnement. Il est également question, au-delà de ces mesures, de rendre quand même le milieu rural attrayant et agréable à vivre. Mais que voulez-vous? Là encore, je reviens sur le milieu rural. Vous avez des régions en Afrique, des villages en Afrique où, en saison de pluie, ces villages sont inaccessibles. Ça, c'est d'un. Ce n'est pas normal. Vous avez des villages où vous n'avez pas de réseau. Ça aussi, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de réseau pour pouvoir communiquer. Il n'y a même pas de lumière dans certains villages. Ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut espérer qu'il y ait de la main-d'œuvre, qu'il y ait des jeunes qui viennent s'installer en milieu rural. Ce n'est pas possible. Donc, quand nous disons qu'il faut rendre le milieu rural, le milieu de production attrayant pour les jeunes, c'est qu'il faut mettre dans ces milieux tout ce qui permette aux jeunes qui viendraient s'y installer de ressentir aussi tout ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils étaient en ville. Ça peut être les réseaux pour leur permettre, même pourquoi pas, la télévision, avec le câble, si vous permettez le terme, pour leur permettre de suivre un match de football quand ils sont au village. Ça peut être le réseau pour que leur smartphone, pour qu'ils soient connectés au monde. Pourquoi pas? Et surtout les moyens de communication. Mais pourquoi pas? Je pense qu'en le faisant, en rendant le milieu rural attrayant par rapport aux jeunes, il y a de fortes chances, puisque le milieu rural c'est le milieu de production, il y a de fortes chances que les jeunes aient l'envie de s'installer en milieu rural, de s'engager dans la production agricole et de participer donc à ce développement que nous voyons uniquement à travers la production agricole. Nous rappelons nos téléspectateurs qui brûlent d'envie d'intervenir, qui nous donnent juste quelques minutes, le temps pour le président Bernard Diongan de revisiter presque toutes ces mesures afin qu'il puisse donc intervenir. Alors, il est également question dans ces 40 mesures que vous proposez pour faire décoller le continent africain à travers l'agriculture, qu'il faudrait compter et investir sur la jeunesse. Vous l'avez déjà dit, mais cette fois-ci en lançant un plan d'insertion ambitieux des jeunes dans les activités agro-silvo-pastorales. Et vous proposez d'ailleurs même un montant. Oui, tout à fait. De l'ordre de 15 milliards. Tout à fait. Donc, nous partons du principe que le milieu rural n'est pas un milieu où les jeunes vont aller se cacher pour mourir. Non. Le milieu rural, c'est un milieu où si les jeunes y vont, c'est pour vivre. Et pour bien vivre. Alors, nous avons fait une étude qui consistait à dire ceci. Qu'est-ce que ça nous coûterait en tant qu'État de prendre un jeune en milieu rural, l'amener en milieu urbain, l'amener en milieu rural pour qu'il devienne non seulement un entrepreneur agricole, mais aussi un responsable de famille, avec un chef de famille avec femmes et enfants responsables. Ça a coûté 6 millions de francs par an et par jeune. Vous obtenez cela avec un habitat impeccable qui est construit sur la base des matériaux locaux. Alors, imaginez donc, nous proposons que pour chaque région, dans le cas du Cameroun, il y a 5 régions que nous avons proposées. Si nous débloquons 15 milliards de francs par an pour chaque région, ça nous fait 2500 jeunes que nous avons la possibilité d'installer en milieu rural. Pour les 5 régions, ça fait 12 500 jeunes pour 75 milliards de francs. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose en termes de francs. Mais le résultat qu'on a, 1, par rapport à la lutte contre le chômage, ça c'est d'un. 2, par rapport à la production agricole. Parce que ces jeunes qui s'installent en milieu rural, quand ils deviennent des entrepreneurs, ça veut dire qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'ils rendent 3 fois ce qu'on a dépensé pour les installer en milieu rural. C'est ce que nous proposons pour ce qui concerne la jeunesse. Et en appliquant ça dans toutes les régions, et ça peut se calculer, et se faire dans la plupart des pays, dans plusieurs pays africains que j'ai eu à visiter, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, que ce soit au Niger, c'est quelque chose qui peut très très bien marcher. Voilà, très bien marcher dans tous les pays, surtout qu'en Afrique, nous avons
beaucoup d'argent que nous dépensons parfois à d'autres fins. Et il est question, pour permettre donc à cette jeunesse de mieux s'installer, d'encourager, de soutenir le retour, ou les investissements de la diaspora dans les filières agro-silvopastorales. Là maintenant, vous lancez un appel à la diaspora africaine. Non, on ne lance pas un appel, non, absolument pas, tout au contraire. C'est-à-dire, imaginez-vous, je reprends le cas du Cameroun, qui est valable, et j'insiste dessus pour la plupart des pays africains. En Allemagne, aujourd'hui, vous avez 12 500 ingénieurs camerounais. En Allemagne, aujourd'hui. 12 500 ingénieurs. Ça veut dire que pour un projet comme celui que nous proposons, c'est la ressource humaine que nous avons. C'est-à-dire la richesse de nos pays africains en termes de ressources humaines et à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Donc nous proposons qu'on fasse tout pour faire rentrer ces jeunes. Et c'est en ça que nous disons ceci. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la région forestière au Cameroun, on a suffisamment du bois. Alors qu'est-ce que nous proposons? Et on importe chaque année, il faut le savoir pour le cas du Cameroun, pour 9 milliards de francs de meubles et autres dans les bureaux administratifs et dans les bureaux privés. Ça fait beaucoup. Nous proposons ceci dans notre projet, transformer la région de l'Est où il y a le bois en un centre de transformation de ce bois. Et pour le faire, nous recherchons partout au monde où se trouvent les Camerounais qui maîtrisent la technique de transformation du bois. Et nous serons prêts à tout payer, à payer n'importe quel prix pour que ces jeunes rentrent. Et c'est pour ça que nous sommes allés jusqu'à dire on serait tenté de construire une villa, c'est-à-dire une maison d'habitation digne de ce nom, pour pouvoir appâter nos jeunes pour qu'ils rentrent. Pour qu'ils soient dans des conditions qui respectent non seulement leur contribution au développement du pays, mais aussi qui respectent le diplôme qu'ils ont souffert pour pouvoir obtenir en Europe. Et qui respectent aussi la multitude des avantages qu'ils vont laisser en Europe pour revenir au Cameroun. Donc on est obligé d'investir pour pouvoir compenser cela, pour que ces jeunes puissent rentrer. Ça, c'est un des axes forts de ce que nous voulons faire pour intégrer la jeunesse de la diaspora dans le projet que nous proposons. Et je veux même vous le dire, tout à l'heure quand j'ai parlé de l'aménagement du territoire, je vous ai expliqué donc l'aménagement des espaces agricoles où on lotit des hectares de terre, 50, 200 hectares, on met la route, on fait la route, on fait les ponts, on met les caractéristiques du sol, on met les cultures qui correspondent à ça. Mais je suis sûr que si vous proposez ça aux jeunes de la diaspora, si un seul ne peut pas prendre 200 hectares, ils seront prêts à s'associer pour prendre plusieurs hectares. Et c'est aussi une manière de les pousser à investir dans le développement de nos pays. Ce que je dis pour le Cameroun, c'est tout à fait valable pour tous les autres pays d'Afrique subsaharienne. Il est également question, président Bernard Djonga, de valoriser les produits et les métiers. Et vous entendez d'ailleurs instaurer l'organisation d'un salon international de l'agriculture au Cameroun, comme ça se fait un peu partout ailleurs. Partout ailleurs, vous l'avez dit, tous les pays qui se respectent ont une place, un moment pour les agriculteurs. Et je profite pour vous dire que les pays qui sont développés ont commencé par développer le secteur agricole. Parce qu'on a affaire ici, chez nous en Afrique, à des pays qui sont incapables de nourrir leur population et qui envisagent de se développer. Et c'est le b.a.-ba. Donc en réalité, dans nos pays, on devrait envisager, s'il faut respecter le métier agricole, s'il faut booster la production agricole, il est tout à fait normal qu'on puisse concevoir que chaque année, il y a un moment festif où on donne l'occasion aux paysans, aux producteurs, de faire montre de leur savoir-être et de faire montre de leur savoir-faire. C'est tout à fait normal et de manière annuelle. Alors nous disons ceci, si nous avons le levier agricole et nous le considérons comme le premier axe, le premier levier pour notre développement, il est tout à fait normal qu'on crée donc ce genre de salon. Ça peut être des forums, ça peut être des comices agropastoraux, c'est selon le cas, où les paysans se retrouvent chaque année pour pouvoir montrer la richesse de leur savoir-faire, la diversité de leur savoir-faire. C'est ça que nous proposons et ce sera un axe central que nous proposons. Et pour encourager donc ces producteurs à produire davantage, dans ces mesures que vous proposez, on peut souligner la création des ministères de la promotion des produits locaux et du contrôle des importations. Oui, mais écoutez, là je prends le cas du Cameroun. Chaque année, je prends l'année 2016. Alors en 2016, le Cameroun a importé, tenez-vous bien, pour 600 000 tonnes de riz, pour une valeur de 160 milliards. 600 000 tonnes de blé, pour une valeur de 100 milliards. Le Cameroun a importé pour 240 000 tonnes de poissons, pour une valeur de 170 milliards. Vous voyez que rien que ce que nous importons
Et pourtant, des produits qui peuvent être productibles localement. Parce que même pour le cas du blé, par exemple, pour ceux qui connaissent le Cameroun, on se souvient très bien de la soie de blé qui a été abandonnée. Et on se rappelle aussi qu'il y a des possibilités de pouvoir incorporer les produits, les farines locales dans le pain pour réduire les importations de farine. Donc c'est pour vous dire que, en principe, on ne peut pas, mais alors absolument pas, vouloir promouvoir la production des paysans en milieu rural et laisser pour que leur marché soit occupé par des produits qui ne sont pas contrôlés. Donc ce que nous proposons là, il est question de créer une structure qui contrôle les importations et qui veille en sorte que les importations ne soient pas un obstacle à la dynamisation de la production locale. Évidemment, il est question d'étalonner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on importe ce dont on ne peut pas produire. Ou bien on importe pour combler le déficit de ce qu'on est en train de pouvoir produire. Mais qu'on s'assure au moins que ce qu'on peut produire, qu'on produise sans soumettre cela à la concurrence qui, sur certains aspects, c'est une concurrence déloyale. Donc, et c'est pour ça que nous proposons qu'il y ait une structure dans nos pays qui contrôle les importations et qui contrôle en même temps la production. Et là encore, on revient à la nécessité de mettre en place un système de collecte de données extrêmement fiable. Ah. Toujours à travers ces 40 mesures qui nous font sourire parce que ce sont des mesures qui sont pratiques pour faire décoller le continent africain à travers l'agriculture. Vous parlez également de créer une agence de soutien aux productions en charge de la gestion des subventions. Tout à fait, tout à fait. On a remarqué, je rappelle toujours que c'est le fruit, les 40 mesures, c'est le fruit d'un diagnostic. On a remarqué que dans les ministères techniques, dont le ministère de l'Agriculture ou bien le ministère de l'Élevage, les fonctionnaires qui sont des techniciens, qui sont diplômés en élevage, qui sont diplômés en agriculture, ils sont très souvent attirés par les fonctions de gestion financière. C'est eux qui sont à la tête des projets. Et une fois qu'ils sont à la tête des projets, ils sont plus intéressés par le côté financier que par le côté technique du projet. Et c'est ça qui est même à l'origine de l'échec de la plupart des projets. Nous proposons ceci. Il faudrait qu'on accepte, qu'on ait le courage de dire les ingénieurs de formation ne doivent pas être impliqués dans la gestion financière des projets. Et pour ce faire, je cite par exemple la gestion financière des subventions. Et pour ce faire, nous proposons qu'on crée une structure, une agence à part, qui peut être gérée par un conseil d'administration composé à la fois des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. Nous proposons qu'on crée une agence à part qui gère les fonds qui sont alloués pour le développement des activités agricoles. Là, on sera au moins sûr qu'au niveau de la gestion de ces fonds, on a mis en place des personnes qui sont assermentées pour pouvoir assurer la gestion des fonds. Et on a au moins libéré les techniciens pour qu'ils aillent dans le champ, pour qu'ils aillent auprès des producteurs, s'assurer que ces producteurs auront une réussite technique parfaite de leurs activités. C'est ce que nous proposons. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible. Et j'insiste là-dessus, les 40 mesures, c'est le fruit d'un diagnostic, ce n'est pas les promesses, ce n'est pas les doléances. Et je voudrais appuyer vos propos par cet autre point, parce qu'il est question dans vos 40 mesures que ces subventions-là soient faites par région et par produit pour permettre qu'il y ait une certaine traçabilité. Mais tout à fait. Parce qu'avec les subventions sous forme de prime à la production, mais vous ne pouvez pas imaginer, on résout beaucoup de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'encadrement agricole et même dans l'alimentation des populations. Je vais vous en donner 3 raisons. 1. Si on veut qu'une ville comme Yaoundé soit inondée d'ignames, je dis bien les ignames, lesquels ignames concurrenceraient normalement les importations de riz. Alors, si on veut cela, on connaît les bassins de production des ignames au Cameroun. Il y a un B, je prends le bassin d'Ombessa. Qu'est-ce qu'on fait? On va à B ou bien on va à Ombessa, on met en place une subvention sous forme de prime à la production. On dit ceci, chaque paysan qui fait 1 hectare d'igname, il bénéficie d'une subvention sous forme de prime de 850 000 francs CFA. Le fait de le dire dans ces régions-là, vous allez constater que le nombre de paysans qui vont se lancer dans la production de l'igname, ça devient quadruplé. Pas simplement des producteurs, il y aura des jeunes qui partiront de la ville déjà avec un objectif de production de l'igname parce qu'ils ont en bout du compte cette subvention qui est une prime. En 3 ans, vous allez voir que Mbé et Ombessa inonderont Yaoundé d'igname. Et du coup, l'igname qui aujourd'hui est devenu un produit de luxe à Yaoundé deviendra un produit commun qui concurrencera le riz qui est aujourd'hui un produit commun. Vous voyez, donc c'est grâce à la subvention qu'on apporte cette correction. On peut aussi utiliser la subvention pour corriger le déséquilibre entre les couches de population. Je vous donne cet exemple.
Dans la région des hautes altitudes, il est plus facile de produire le maïs. On met en place un système de subvention sous forme de prime à la production du maïs. On dit donc ceci. Si on fait 1 hectare dans la région des hautes altitudes où il est facile de produire le maïs, vous bénéficiez d'une subvention de 250 000 francs à l'hectare. Maintenant, comme le maïs peut pousser aussi dans la région forestière, mais plus difficilement. Alors, dans la région forestière, on met la prime pour 1 hectare, au lieu de 250 000 francs, on met 350 000 francs. Vous voyez que la subvention a permis d'apporter un certain équilibre entre la qualité de vie et entre la labeur des producteurs. Et c'est ce que nous proposons. Et si on le fait, vous allez voir qu'il n'y aurait personne en milieu rural qui soit largué en bordure de route par rapport au décollage de notre pays, au décollage de notre continent, tel que nous le promouvons à travers les 40 mesures. Il est également question dans ces 40 mesures de reformuler l'éducation au niveau fondamental et vous proposez d'instaurer le programme Une école, une ferme de la maternelle au secondaire. Mais évidemment, prenez un pays comme le Japon. Le Japon, c'est une puissance technologique, c'est une puissance industrielle. Au Japon, on apprend aux enfants à coder à l'âge de 2 ans. Bon, nous avons, pour la plupart de nos pays, la nature nous a gratifié de cela. Nous avons la possibilité de faire de nos pays des puissances agricoles. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons donc que l'activité agro-silvopastorale soit commencée à intéresser les jeunes à partir de 2 ans, donc à la maternelle. Et pour ce faire, nous proposons que dans chaque maternelle, il faut qu'on donne la possibilité à nos enfants de pouvoir grandir en sachant d'où vient l'œuf qu'ils consomment, en sachant d'où viennent les légumes qu'ils consomment. C'est ce que nous proposons. Et ceci, dans chaque école, une ferme, et dans chaque école, un champ, c'est de la maternelle jusqu'à l'université. Parce que je sais ce que je vous dis. À l'université de Yaoundé, et je l'ai même vu à Niamey, vous avez des étudiants qui pensent que le café pousse dans la tasse. C'est-à-dire ils ont grandi sans avoir pris la peine de savoir d'où vient le café. Donc, je pense qu'en le faisant, on intègre le jeune agricole, le gène agricole dans l'éducation de nos enfants. Ils grandissent avec. Mais vous aurez des génies qui vont grandir en essayant de concevoir dans leur tête les difficultés de transformer tout ce qu'ils ont vécu et pourquoi pas de se faire l'envie de devenir agriculteur. Donc on créerait des vocations avec cette méthode-là. Et c'est ce que nous proposons pour les écoles d'éducation. Et cette mesure permettrait également de gérer au mieux nos ressources naturelles, surtout ce qui sera question de valoriser de manière durable la riche biodiversité du continent. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Là encore, je reprends un pays comme le Cameroun, parce que ça se comprend très vite. Le Cameroun, on dit souvent que c'est l'Afrique en miniature. C'est pour ça que je ne fais que prendre cet exemple. Ce n'est pas parce que c'est le Cameroun, mais c'est parce que c'est le Cameroun, l'Afrique en miniature, que je prends tout cet exemple. Alors, on a un bassin forestier. Quand vous regardez comment évoluent les problématiques climatiques aujourd'hui, vous allez constater que dans 15 ans, les pays qui auront su intelligemment gérer leur capital nature, c'est-à-dire la biodiversité, c'est-à-dire la forêt, etc., c'est des pays qui auront un apport important dans la sauvegarde de l'humanité. Donc forcément, c'est des pays qui gagneront beaucoup par rapport à cette gestion de la biodiversité. Donc c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire notre biodiversité, notre richesse naturelle ne doit pas être gaspillée, ça doit être intelligemment géré pour pouvoir nous permettre de pouvoir capitaliser sur cette richesse naturelle. Et cela nous permettra aussi de conserver des ensembles de nos forêts primaires. Mais tout à fait, de les conserver. Dieu sait comment ces forêts sont utiles. Depuis un certain temps qu'on parle de changement climatique, je pense que c'est de ce côté-là qu'on a de grands espoirs pour pouvoir garder l'humanité encore pour longtemps. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà aller au standard parce que là, nous allons prendre l'une des dernières mesures en attendant bien évidemment que les questions qui vont être posées puissent vous amener encore davantage à répondre aux questions. Il est question d'assumer financièrement le projet. Et vous parlez, n'est-ce pas, d'une bonne répartition, une gestion des ressources financières, investir le gros de moyens dans les leviers de production. On l'a déjà dit, mais vous l'insistez encore davantage. Oui, mais tout à fait. Il faudrait que je donne l'exemple, une fois de plus. Quand vous prenez comme un pays comme le Cameroun, le budget du Cameroun en 2018, c'est 4 500 milliards. Alors, les 4 500 milliards proviennent de 2 500 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire la douane, les impôts, la TVA, etc. 2 500 milliards. Et puis, vous avez 500 milliards de recettes pétrolières.
Ça veut dire que nous avons les moyens. Or, le véritable problème que nous avons, c'est plus un problème de gestion. Ce n'est pas qu'on manque les moyens. Parce que le projet que nous proposons, les 40 menus que nous proposons, on n'a pas, absolument pas à tendre la main à l'extérieur pour avoir les moyens. On assume entièrement notre projet et on assume entièrement notre développement. C'est important que j'insiste là-dessus. Mais pour le faire, il faudrait que nous gérons de manière très intelligente et avec la plus grande rigueur les moyens dont nous disposons. Et Dieu seul sait qu'on en a. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Il faut simplement mieux les gérer. On va commencer à accepter que c'est anormal qu'on ait un pays où vous avez des structures qui ont des budgets gonflés et dont les budgets sont plutôt affectés à des pôles où il n'y a pas d'activité. Je vous donne cet exemple parce que ça court dans plusieurs pays. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, le Cameroun a 300 000 fonctionnaires. Et les 300 000 fonctionnaires coûtent à l'État camerounais chaque année 1200 milliards. C'est-à-dire le 1/4 du budget. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tantôt, les 6 millions de petits producteurs ne bénéficient de rien. Or, les 300 000 fonctionnaires, ils ne font pas dans la production. Et je vais vous rappeler pour ceux qui connaissent le cas du Cameroun. On a eu à un moment donné, il y a quelques années, à embaucher 25 000 fonctionnaires. 25 000 jeunes cadres, jeunes qu'on a mis dans la fonction publique. Tous ces jeunes qu'on a eu à embaucher, on les a dispatchés dans les ministères. On n'a affecté aucun pourcentage de ces jeunes-là en milieu rural pour la production ou bien dans les ateliers en ville. Absolument pas. On les a injectés dans les ministères, donc dans la fonction publique, là où on ne produit pas. Donc il y a des corrections qu'on devrait apporter dans notre manière d'utiliser les fonds que nous avons. Et c'est pour ça que nous insistons pour dire ceci. Il est extrêmement important que les fonds dont nous disposons, il faut qu'on prenne le temps de les injecter dans les leviers de production. Parce que en les injectant dans les leviers de production, non seulement on produit de la richesse et du bien-être pour le grand nombre, mais aussi on rassure une certaine souveraineté dont nous avons besoin. Merci infiniment, président Bernard Djongan, président du CACROI au Cameroun, pour ces 40 mesures pour faire décoller le continent africain, le Cameroun à travers l'agriculture. Nous allons au standard prendre cet Africain qui nous appelle depuis le Bénin. Bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allô? Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Vous déclarez votre identité et vous intervenez. Ok. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Vous déclarez votre identité et vous intervenez. Ok, monsieur Maurice. Allô? Maurice, allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, Maurice est à l'antenne. Voilà. Un très bon débat. De très belles initiatives. Mais moi, j'ai un problème particulier. Il ne sait pas que ce n'est que par l'agriculture que l'Afrique va prendre son envol. Tout le monde le sait. Mais la volonté politique, c'est le soubassement de tout ça. Est-ce que nos chefs d'État ont la volonté politique de faire développer l'Afrique pour que nous n'ayons plus faim? C'est le grand problème. Ils sont dans les francs-maçonneries où il y a des contrats d'intérêt, où on leur interdit d'amorcer dans des projets qui puissent apporter la prospérité à l'Afrique. Alors ils voient bien par où on peut avoir la prospérité, mais puis ils sont dans ces francs-maçonneries, dans ces grandes loges, où l'Europe leur interdit d'amorcer le processus, ils se refusent de les amorcer. Ce n'est pas un sujet dont on doit parler. Tout chef d'État africain doit savoir que ce n'est pas l'agriculture qu'on doit avancer. L'Europe a pris par l'agriculture. Lorsque les Africains vont pouvoir manger matin, midi et soir, ils vont réfléchir à fabriquer des machines après. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger. Nous pensons à ce que nous allons manger le matin, midi, soir. On n'a pas le temps de penser au développement. C'est très pertinent. Deuxièmement, je voudrais que nous ne lâchons plus nos stratégies sur les antennes d'Afrique Média. Parce que ces prédateurs européens écoutent nos stratégies et nous empêchent après de les réaliser. Parce que nous disons tout dans leur langage. Dans leur langage. Donc il faut qu'au sein de l'Afrique, que nous puissions communiquer dans nos langues pour communiquer ces trucs-là. Parce que ces prédateurs
Ils sont 100 fois nillois et ils sont prêts à nous déstabiliser à tout moment. Troisième handicap pour l'Afrique, c'est le langage que nous parlons. Le français, l'anglais et l'espagnol. C'est un danger. Tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons, ces prédateurs, ces usurpateurs européens comprennent ce que nous disons et nous handicapent d'évoluer. Il faut que l'Afrique se réveille à travers un langage ou bien des secrets. Non, pas de secrets. Les Européens ont des secrets que nous n'arrivons jamais à percevoir parce qu'ils gardent leurs secrets. Nous ouvrons nos secrets sur les antennes. Et nous donnons nos stratégies. Cessons de donner nos stratégies sur les antennes. On peut révéler leur mauvaise foi, mais cessons de donner nos stratégies. Je vous en prie, voilà ce que je voulais dire pour appuyer le monsieur qui est sur l'antenne. Je l'encourage, mais tout le monde sait que c'est pas là que nous allons évoluer. Nos chefs d'État, volonté politique, elle est très, très, très importante. Nos députés dans les assemblées nationales, ils font quoi par rapport à ce sujet? On est prêt à importer même ce que nous allons manger. Ça ne dit rien à personne. Voilà. On dit que nos ports sont les poumons de nos économies. Merci infiniment, Maurice. Merci infiniment, Maurice. Ils sont nombreux, les Africains qui voudraient intervenir. Et je pense que le président Bernard Dionga a noté ce qui a été dit. Alors, Monsieur Yap, vous nous appelez du Cameroun. On va prendre plusieurs appels avant de commencer à répondre aux questions. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Monsieur Yap, vous êtes à l'antenne. Oui, allô, bonjour, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je vous suis, oui. C'est juste pour intervenir par rapport au débat qui est très important pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est très important, j'ai bien suivi le débat, mais il y a un problème qui se pose. Par exemple, nos jeunes qui sont en ville, ils ont envie d'aller au bureau. Vous regardez par exemple au moment où il y avait le fonds PTCE. Il y avait peu de fonds qu'on a mis dans les départements. Mais ces fonds-là sont retournés à Yaoundé. La mauvaise politique a fait en sorte que certaines personnes n'ont pas voulu déposer ces fonds dans le bon visage pour que les gens puissent se développer. Et on a demandé ça à la bureaucratie. Ils se sont partagés des fonds entre eux. Ces fonds se sont dispatchés jusqu'à ce que le gouvernement n'a rien suivi. Regardez, vous pensez que ce gouvernement d'aujourd'hui, la pauvre, n'est-ce pas, contribuer à ce que M. Yann avait dit. C'est bien beau. Cette thérapie est tellement bien. C'est louable. Mais, comme le monsieur de vous l'a dit tout à l'heure, est-ce que la volonté politique? Les gens ont envie de rentrer dans les dons réels. Mais avec quoi? Ils ont quoi pour pouvoir rentrer dans les dons réels investis? C'est pour ça qu'il faut les mettre en vie. Les autres pouces, ils sont dans le riz. C'est ça le métier. Nous, avec cette tendance-là, on va arriver où? Peut-être le conduit de Namana. Le conduit de Namana va encore conscientiser les gens. Peut-être le chef d'État ou le politique. Moi, l'État a gagné, j'ai envie d'aller dans un village. Dans un village, il y a des riz qui poussent en tombeau. Là, il y a des riz qui poussent, le maïs, les arachides. Même comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez dire à un jeune de prendre la rue? Merci. Allez cultiver la terre pour que le rendement. Merci, M. Yap. Merci infiniment, M. Yap. On va prendre le président une troisième personne. M. Tonga, vous nous appelez depuis le Cameroun. Bonsoir et nous vous écoutons. M. Tonga. Voilà. Nous allons certainement rester... Oui, allô. Ah, M. Tonga, vous êtes à l'antenne. Monsieur Noyeux. Oui. Bonsoir à votre invité, le président Dionga. Je n'ai pas de retour, mais je crois que vous arriviez à m'entendre sur le plateau. Bien évidemment. Et je vais y aller. J'espère vraiment y arriver parce que c'est très intéressant. Donc, moi, je vais commencer par remercier le président Dionga d'avoir vraiment ramassé ce que moi j'appelle la révolution agricole en ces 40 mesures. Mais je pense, à mon humble avis, que compte tenu
de ce que vous nous avez dit dès le début de l'émission de M. Dionga, avec tous les séjours qu'il a fait en cellule, ça prouve très bien qu'il s'agit bien d'une révolution agricole qui doit d'abord balayer l'État colonial qui est en place. Or, dans tous les 40 mesures qu'il a données, à aucun moment je ne le vois parler d'abord de la décolonisation du Cameroun. Donc, ce qui me laisse croire que peut-être qu'il y a une étape qui manque là. Donc, que pense-t-il d'abord de décoloniser d'abord le Cameroun avant d'aller à l'étape suivante, avant de mettre les 40 mesures en marche? Deuxièmement, il parle de financement. Moi, je l'ai toujours dit, dans un État colonial, il n'y a pas de financement. On fait croire au gouvernement qu'il dispose de fonds, mais tous ces fonds sont orientés. L'argent qui arrive au Cameroun en ce moment pour l'organisation de la Coupe africaine, elle est faite pour aller acheter les stades en Italie. Ce sont des financements orientés. Donc c'est pour ça que je vous demande, ne pensez-vous pas que les structures dont vous nous proposez sont tout simplement démarrer directement avec ce qu'on appelle la coopérative? Parce que la coopérative n'a pas besoin d'argent. C'est chacun qui apporte sa force, met à la disposition de la communauté pour avancer. Alors que si on attend ces financements, ça ne viendra pas parce que c'est détenu par le colon. Ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, la gestion des ressources forestières. Vous avez vraiment pointé quelque chose de très, très important là, qui me permet de poser la question inévitable. Quelle agriculture faut-il pour l'Afrique? Parce que c'est de là qu'il faut partir avant d'aller dans les détails. Monsieur le Président, je vous le dis pourquoi. Parce que je vois souvent les images qu'on nous montre sur les grandes entreprises internationales, sur la connexion d'Internet, sur l'électrification du monde. Notre continent est toujours obscur. Il n'y a pas encore d'électrification, il n'y a pas encore d'Internet et tout, ce qui est pour nous un grand avantage. Ça veut dire que nous avons encore des choses originales. Tous les autres ont pollué leur terre, les autres ont souillé les terres, les autres ont mis la lumière partout, ils ont mis Internet partout. Nous avons encore la nature primaire. Donc il nous faut réfléchir quel genre d'agriculture nous pouvons proposer au monde demain afin de faire la différence. C'est pour ça que je pense plus pour le bio. C'est pour ça que je ne suis pas pour cet encouragement à la production in fine. Il faut la bonne qualité et ça on peut le vendre cher. Dernière question, Monsieur le Président. Compte tenu de ce que vous avez décrit, et quand je vois la structure, du jeu politique au Cameroun, avec quel parti ou bien dans quel consensus vous pouvez monter, gagner les élections et mettre en application ce programme, soit comme président, soit comme ministre de l'Agriculture? Voilà ce que j'avais comme question. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, monsieur Tonga. Je précise également que le président Bernard Djongan fait donc partie des personnalités qui vont donc exposer lors du grand sommet des leaders panafricains qui va donc se tenir du 10 au 15 mars prochain du côté de N'Djamena. Et ces 40 mesures seront encore plus corsées pour permettre à ce que l'Afrique décolle véritablement à travers l'agriculture. Luc Kamto est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nwadje. Vous êtes à l'antenne. Oui, merci de nous accueillir. Je dis bonsoir, président Djonga. Oui, bonsoir. Et je suis très heureux de suivre cette émission parce que moi, je crois au Cameroun. Je crois au Cameroun, je crois en son potentiel et je crois que c'est par l'agriculture que nous allons nous en tirer. Je suis le président du conseil d'administration de Africa Food Production COPCA qui a été immatriculé cette année en 2018. Et je m'inscris, c'est parce que je m'aligne derrière la vision du président Djonga que je me suis battu depuis un an pour immatriculer cette entreprise coopérative. Comme elle est coopérative, nous en appelons à tous ceux qui sont du métier de l'agriculture de nous rejoindre. Parce qu'en fait, notre technologie d'entreprise est l'agencement logique de techniques et systèmes intégrés pour nous permettre d'élaborer une structure d'entreprise spécifique et unique pour répondre le plus efficacement possible aux diverses problématiques du domaine de l'agropastoral dans notre société d'aujourd'hui. Voyez-vous, quelques petits soucis avec Luc Kamto. On va prendre M. Demba Traoré qui nous appelle depuis le Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous saluons Africa, c'est
Voilà, quelques petits soucis de connexion avec vous, monsieur Demba Traoré. Nous allons changer de ligne pour prendre un autre téléspectateur. Voilà, Luc Camteau qui n'est pas allé au bout de sa pensée, qui revient. Oui, je suis au bout de fil. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, je suis heureux de dire que nous n'allons pas attendre la décolonisation de nos États comme a proposé quelqu'un. Le SCOP, qui est l'acte uniforme pour le droit des sociétés coopératives, nous donne la possibilité de nous regrouper en coopératives pour travailler. Alors, nous avons créé Africa Food Production Corp CA avec une technologie d'entreprise qui fait appel à des systèmes intégrés, à tous la technologie d'aujourd'hui, pour avoir une entreprise moderne qui propose à ses coopérateurs d'intégrer une entreprise qui se lance dans l'agro-pastoral. Et nous disons, nous allons y arriver parce que la structure de l'entreprise qui est basée sur le capitalisme, je regarde les entreprises françaises qui sont au Cameroun, le capital, lui, il exploite les ressources humaines, il va relâcher dans la nature sans support et sans rien, alors que nous, à la société coopérative Africa Food, nous redistribuons le produit à la fin de l'année quand on fait le bilan. Et on assure un salaire pour tous nos coopérateurs qui font 2 apports nécessaires dans la coopérative. Voilà, l'apport en numéraire pour constituer le capital de base. Merci, merci monsieur Luc Camteau. Alors, merci monsieur Luc Camteau. Vous allez certainement rappeler à la fin de l'émission le président Bernard Djongan pour que vous accordiez sur ces idées. Peut-être qu'ensemble, vous pourrez faire beaucoup de choses. Nous allons prendre monsieur Sekouba Doumbia de la Guinée-Conakry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Merci bien. Je suis très content avec l'intervention du président. Et nous sommes très contents. On est en direct. Et en Guinée, on a besoin des interventions en Guinée. Vraiment, l'agriculture en Guinée, c'est tellement développé. Et les 40 mesures qu'il est en train de citer, c'est très, très, très important. Juste, c'est pour vous saluer et le remercier de son intervention. Merci. Voilà. Merci. Sekouba Doumbia, pour que vous appelez donc depuis la Guinée-Conakry pour vous féliciter, président Bernard Djongan, pour ces 40 mesures. Commençons déjà par répondre à quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Commençons par le tout premier qui vous demande de ne plus dévoiler toutes les mesures parce que là, les Occidentaux nous écoutent et puis ils peuvent contrecarrer tout ce qui a été dit. Quel commentaire faites-vous? Non, je crois que la meilleure manière de réussir un projet comme celui que nous proposons aujourd'hui pour l'Afrique, c'est de partager. C'est de le soumettre à la critique. Parce qu'autant que vous le sachiez, ça fait 3 semaines que nous sommes sortis en public avec ce projet. Les amendements, les rajouts nous viennent de partout et des amendements très très intéressants. Même dans les interventions qu'on a tout à l'heure, il y a des gens qui apportent des rajouts, qui proposent des choses. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur de pouvoir nous exposer. Il faudrait qu'on expose ce que nous voulons faire, que nous soumettons cela à la critique et que nous soyons fiers, même si les gens copient ce que nous sommes en train de vouloir proposer. Je crois pour ma part que ce serait une mauvaise chose que de chercher à cacher les projets que nous voulons. Alors, maintenant qu'on parle... Oui, non, mais il parlait aussi de cette volonté politique. Bien évidemment. Je pense que le cheminement, ce que nous présentons, et la présentation qu'il a eue de notre initiative le renforce dans cela. Nous avons compris que les solutions à nos problèmes sont éminemment politiques et c'est pour ça que nous nous engageons pour pouvoir entrer en politique avec un projet qui met l'agriculture en avant. Ça veut dire que si nous avons la possibilité d'implémenter, et autant que je puisse le dire ici actuellement, l'unique rêve que nous avons actuellement, c'est qu'on nous mette à l'épreuve avec ces 40 mesures parce que nous sommes convaincus et nous sommes sûrs qu'avec ces 40 mesures, soit le Cameroun, soit l'Afrique décolle. Si on les applique, et nous sommes prêts à pouvoir les appliquer. Et je pense qu'il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là, même la décolonisation. On n'a pas envie de parler de décolonisation. Non, absolument pas. Le véritable problème de nos pays, c'est que nous, on n'a pas une vision, on n'a pas un projet. Mais on a affaire à un cas de figure où nous avons un projet. Nous ne voyons pas ce qui pourrait nous détourner de ces 40 mesures. Et je suis allé plus loin jusqu'à expliquer comment, même sur le plan financier, nous avons les moyens pour pouvoir assumer le financement de ces mesures. Je pense pour ma part que là,
On devrait être très orgueilleux en tant qu'Africains pour dire que, écoutez, au moins pour une fois, nous avons un projet que nous voulons conduire, nous avons les moyens pour notre projet, ça nous demande beaucoup de rigueur, nous sommes prêts à pouvoir appliquer cette rigueur et nous allons y aller. Je crois que l'heure doit être à ça. La décolonisation, les autres, ceci, je pense que ça va plutôt nous distraire. Ça va plutôt nous distraire. Nous avons ce qui nous manquait, c'est-à-dire avoir un cap. Et on l'a. Quand vous lisez ce projet, 40 mesures pour faire décoller le Cameroun ou bien pour faire décoller l'Afrique en 5 ans avec l'agriculture. Allons, entrons dans le vif du sujet. C'est ça, je pense que c'est ça qui est important à mon sens à l'heure actuelle. Alors, il y a M. Yap qui a parlé tout à l'heure des fonds PPTE que certains auraient distraits. Est-ce que vous pensez en subventionnant, n'est-ce pas, certains projets, les agriculteurs ou les producteurs ne feront pas comme ils ont fait les fonds PPTE au Cameroun? Non, il ne faudrait pas qu'on croie qu'on peut réussir avec ce pari-ci en piétinant les valeurs comme nous le faisons à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Et soit que vous avez par exemple contre la corruption. Mais tout à fait, tout à fait. Nous avons mis le doigt. La lutte contre la corruption, c'est une des mesures phares. On ne peut pas réussir un tel projet en piétinant nos valeurs comme ça se passe à l'heure actuelle. Il y a un ensemble de rigueurs. À la limite, je serais tenté de dire, si on doit mettre ce projet en marche, il va falloir que les Camerounais ou bien que les Africains se retroussent les manches. Parce que là, il va falloir cravacher dur, même contre soi. Nous devons d'abord nous battre contre nous-mêmes. Avant de regarder l'étranger, nous avons nous-mêmes des facteurs qui sont freinants pour notre développement. Nous avons tout intérêt à nous battre contre nous-mêmes, à croire en nos forces. Et ça, on aurait déjà gagné une bonne partie du combat. Et j'insiste là-dessus, ce projet, c'est une des preuves. On a un objectif. Et on attend dans le cas de ce qui nous concerne ici au Cameroun qu'on nous mette à l'épreuve. Et bien évidemment que certains États africains essayent donc de mettre en pratique ces 40 mesures et voir s'ils ne vont pas réussir à décoller. Mais je pense que c'est ce que nous allons expliquer devant les chefs d'État à N'Djamena la semaine prochaine. C'est ce que nous allons expliquer. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair pour dire que l'économie, l'orientation économique que nous donnons à notre développement aujourd'hui, c'est une orientation qui n'est ni capitaliste, qui n'est ni productiviste, qui n'est même pas communiste, absolument pas. C'est une orientation qui est plus basée sur qui est solidaire, qui est solidaire et sociale. Il faut qu'on s'entende très bien là-dessus. Et quand on dit solidaire et social, nous mettons l'accent, comme quelqu'un l'a dit dans son intervention, sur les coopératives, sur les GIC, sur les interprofessions, sur les filières. C'est ça que nous mettons l'accent. Et quelqu'un a si bien dit, celui qui a créé la coopérative foot et autres. Voilà. Et il faut également souligner, Président, que lorsqu'on a bien mangé, comme quelqu'un l'a dit également, on a le temps de bien réfléchir et de concevoir des projets révolutionnaires. Mais tout à fait, tout à fait. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, que notre objectif, c'est en finir avec la famine, en finir avec la vie chère, en produisant abondamment, en créant du travail, de la richesse et du bien-être pour tous. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire, il faut en finir avec la famine. Et c'est le secteur agricole qui peut nous aider. Il faut en finir avec la vie chère. Il faut créer de l'emploi, créer du travail à travers la production agricole. Et puis maintenant, le bien-être viendra et que ce soit partagé. Donc, le développement que nous essayons de promouvoir ici, c'est un développement qui est fortement inclusif. Parce que ne perdons pas de vue, le secteur agricole est en majeure partie fait des exploitations familiales. Donc, il faut compter avec les exploitations familiales. Il faut monter avec ces exploitations familiales. À la limite, c'est ces exploitations familiales, qui orientent nos choix de développement du secteur agricole. Et c'est ce que nous proposons ici. Et si on produit également en quantité et en qualité, cela permettrait également qu'on puisse avoir facilement accès au plantain, à la patate, au macabo, etc. Et que ça ne coûte plus cher, comme c'est le cas aujourd'hui sur nos différents marchés. Mais tout à fait. Et nous le disons clair et net. Que vous soyez au Tchad, au Niger ou bien au Mali, l'objectif avec ce projet, c'est d'abord d'inonder les marchés locaux. Il faut d'abord résoudre le problème d'alimentation de nos populations. Ça, c'est capital. Quand on a résolu ce problème, maintenant, le surplus peut prendre deux directions. Il y a une direction qui est l'exportation des produits bruts dans la sous-région. Ça peut être le CEDEAO, ça peut être la CEMAC. Et puis maintenant, la dynamisation de notre industrialisation qui passe par les PME et les PMI.
Donc le surplus peut enclencher le processus de notre industrialisation à travers les PME et les PMI. Et j'insiste ici pour dire que les PME et les PMI dont nous parlons dans le cadre de ce projet, c'est des structures, c'est des petites structures qui doivent s'installer non loin de là où on produit la matière première. Parce que nous avons aussi intérêt que ces PME soient installées autour des villes moyennes, sans qu'on soit obligé d'aller vers les capitales pour avoir des masses, pour que ces villes grandissent. Quand je vois Yaoundé et Douala aujourd'hui, on ne peut pas continuer à laisser ces villes grandir. Quand vous voyez Abidjan, quand vous voyez même Niamey, on ne peut pas continuer indéfiniment à laisser ces villes grandir. Il faut voir dans quelle mesure ces PME et les PMI devront être installés dans les villes secondaires pour absorber une partie de la jeunesse qui est dans les grandes villes. Et ça aussi, le contrôle des populations de nos grandes villes devient un facteur important à travers l'industrialisation. Alors, c'est dire également qu'avec ces mesures, chacun peut avoir devant sa cour un petit jardin, cultiver des poireaux, des céleris et pourquoi pas de la tomate, la salade. Non, je n'irai pas jusque-là. Parce que, alors, vous me rappelez le projet qui est initié par la FAO, l'élevage ou bien le maraîchage périurbain. Je pense pour ma part qu'en principe, nous avons suffisamment de l'espace en campagne pour avoir des espaces agricoles, de production agricole. On peut aussi se dire qu'on a le droit d'aménager nos villes pour que ce soit des villes qui sont agréables sans avoir les plantes. Mais ça peut avoir les fleurs, un autre type de fleurs. On peut aussi avoir droit à ça. Parce que quand vous allez dans certaines villes camerounaises aujourd'hui, en période de plantation, partout, vous avez le maïs partout. Ça ne fait pas forcément beau, même ça résout un problème. Mais nous avons de l'espace de production. On peut aussi rêver que nos villes soient transformées en espaces où on a suffisamment de l'air, on a suffisamment d'espaces récréatifs et autres. On peut avoir aussi un plan d'aménagement de nos villes qui ne passe pas forcément par la présence de l'agriculture périurbaine. Il y a également des candidats à la présidentielle de 2011 qui ont signé un pacte avec vous. Ce pacte consistait bien évidemment à appliquer certaines mesures parmi celles que vous avez énumérées ce soir. Alors, est-ce que vous avez la ferme conviction que certains en ont fait mention dans leur campagne électorale ou alors c'est resté lettre morte? Là, vous nous donnez l'occasion de parler un peu de ce parti politique que nous avons créé, malgré nous. Parce qu'il faut le préciser, le CRA a été créé en désespoir de cause lorsque les politiques ont refusé de prendre en considération nos doléances. Il faudrait que j'insiste sur le fait que, même par rapport à la chose politique, nous sommes en train d'apporter à l'Afrique quelque chose de nouveau. Parce que vous avez affaire, le CRA Croire au Cameroun, c'est un parti politique qui ne s'inscrit pas dans les partis d'opposition au Cameroun. Absolument pas. Ça aussi, c'est nouveau. Le CRA s'inscrit comme étant un parti de proposition. Parce que nous avons pris l'habitude, en 2011, vous faites bien allusion de le dire, en 2011, nous avons fait la proposition à ceux qui étaient candidats qui n'ont pas accepté. Cette fois-ci, nous faisons la proposition aux Camerounais pour qu'ils nous donnent la possibilité de pouvoir implémenter le projet que nous leur proposons. 40 mesures pour faire décoller le Cameroun. Il faut dire qu'il y a une adhésion assez massive. Mais tout à fait. On a d'ailleurs reçu des personnes qui sont venues vous dire que voilà, nous sommes des associations, nous sommes derrière vous. Tout à fait. Vous voulez donc apporter cette nouveauté sur le continent, dire qu'on peut ne pas adhérer à une formation politique à travers son leader, mais à travers un projet. Mais tout à fait, à travers le projet. Et c'est ça une particularité que nous apportons à l'Afrique aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis très heureux quand je parle de 40 mesures pour faire décoller l'Afrique. Parce que là, on a affaire à un projet qui assemble. C'est plus un projet d'un mouvement politique que le projet d'un parti politique. Parce que ça assemble. Vous allez remarquer que les 40 mesures, nous les présentons à tous les Camerounais. Nous voici en train de les présenter à tous les Africains. Donc, sans aucune distinction. Donc nous transcendons tous les clivages possibles. Et ça, c'est d'un. Vous avez aussi remarqué que, comme je l'ai dit tantôt, nous nous présentons plus comme un parti de proposition et non un parti d'opposition. Donc nous faisons de la proposition. Nous ne sommes pas dans l'invective, puisque le mal de nos pays, on les connaît. Je pense que dans la plupart de nos pays, l'heure actuellement doit être à « on va faire comment ». Donc l'heure doit être aux solutions. Et nous nous inscrivons un peu dans cette logique-là. Et je crois pour ma part que l'intervenant qui a demandé comment on devait faire avec qui on devait s'allier, je pense qu'il y a une question de ce genre-là. Je pense pour ma part que ce qui se passe à l'heure actuelle autour de ce projet, c'est déjà effectivement une plateforme. On peut considérer que c'est une plateforme, mais qui se construit autour d'un projet. Même dans les communications qu'on a eues tout à l'heure, j'ai noté des interventions qui fusent plus des propositions d'amendements qu'il faut apporter au projet. Donc j'ai relevé des rajouts qu'on devrait intégrer dans le projet
à travers des interventions qui nous viennent de Guinée, qui nous viennent du Mali. Donc, qui ne nous viennent pas simplement du Cameroun. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Nous devrons sortir un peu de cette politique politicienne qui nous perd trop du temps dans des choses qui ne concernent pas et qui n'entrent pas dans le quotidien de nos concitoyens. Et il faudrait signaler que parmi les mesures qu'on proposait, dans le cadre, n'est-ce pas, de mettre l'État, l'administration au service du projet et des citoyens, il y a également cette décentralisation que vous proposez, cette décentralisation administrative que vous souhaitez réelle, complète et efficace. Efficace, tout à fait. Semble-t-il que cela permettra également de donner un coup d'accélérateur au secteur de l'agriculture. Oh, mais pas seulement au secteur de l'agriculture, au développement de notre pays. Il faut prendre la chose comme telle. Parce que, voyez-vous, alors, quand vous prenez une région, là je reviens sur l'exemple du Cameroun, qui est l'Afrique en miniature. Vous prenez la région de l'extrême nord. La région de l'extrême nord a aujourd'hui 4200 habitants. La région du centre a 4200 habitants. 18% de la population globale du Cameroun, pour l'un et pour l'autre. Mais quand vous voyez le nombre de médecins et le nombre d'instituteurs qu'il y a dans la région du centre, c'est 40%. Alors que dans la région de l'extrême nord, c'est 10%. Vous voyez déjà qu'il y a un décalage. Ce décalage est essentiellement dû du fait que la région du centre, c'est la capitale. Et tous les fonctionnaires sont tournés vers la capitale. Si on avait à faire une décentralisation qui va jusqu'à toucher la gestion des fonctionnaires et des agents administratifs, vous devez voir qu'à Maroua, dans la région de l'extrême nord, tous les agents affectés dans la région de l'extrême nord n'auraient pas eu de raison de venir à Yaoundé. Et ils seraient facilement contrôlés en restant dans leur région. Et c'est la décentralisation qui favorise cela. Et c'est aussi le fédéralisme qui favorise cela, ce que nous proposons. Donc c'est un facteur de développement que vous ne pouvez pas imaginer. Pour autant qu'on donne aux structures décentralisées les moyens qui puissent leur permettre d'assumer leurs prérogatives. C'est ça le maillon. Et ça résout des problèmes comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez, parce que les régions telles que nous les avons présentées, qui sont découpées en fonction des caractéristiques agroécologiques, mais elles épousent aussi les caractéristiques socio-culturelles. Ça veut dire que lorsque sur le plan juridique, lorsque sur le plan politique, lorsque sur le plan administratif, on ne réussit pas à résoudre un problème, on peut se référer sur le plan traditionnel. On peut aller chercher la solution dans le traditionnel, dans nos us et coutumes. Je prends l'exemple du problème anglophone au Cameroun. Si on avait associé la région du nord-ouest avec la région de l'ouest, c'est une association qui est naturelle, la langue n'a absolument rien à y voir. Le problème que nous vivons aujourd'hui, on devait se tourner vers les chefferies qui sont un élément caractéristique, un élément fort de cette région, vers les chefferies, vers elles, vers les notables, pour pouvoir trouver la solution à ces problèmes. La même chose qu'on pourrait avoir dans la région de l'extrême nord. En dehors de ces 40 mesures, il y a également des supports de communication que vous avez également initiés, implémentés et qui sont également disponibles. On a commencé par La Voix du Paysan. C'est un vieux projet qui est l'un des tout projets que vous avez initié. Oui, non, disons que le premier numéro de La Voix du Paysan, nous l'avons fait sortir, c'était au mois de novembre 1988. Ça fait 30 ans. Nous sommes en train de nous préparer pour fêter le 30e anniversaire de La Voix du Paysan au mois de novembre qui arrive. La Voix du Paysan. Et autour de La Voix du Paysan, je pense que ceux des Camerounais et ceux d'Afrique centrale, d'Afrique tout entière qui nous écoutent, parce qu'on a dispatché les 2 tomes du recueil de fiches techniques. C'est des productions qui ont fait leur chemin, qui ont été demandées et demandées. Les 2 tomes de recueil de fiches techniques. Et quand vous voyez aussi le centre de documentation. Alors, la question que vous me posez, ça me permet de mettre le doigt sur un élément clé en matière de développement de nos campagnes. C'est que nos campagnes sont extrêmement pauvres en ce que j'appelle les outils de développement. Vous voyez, c'est-à-dire on n'a pas, même autour des organisations paysannes, on n'a pas des centres où les gens peuvent se former en agriculture. On n'a pas les médias qui correspondent aux désirata et aux réalités de la production et du milieu rural. On n'a pas de centre de documentation et tout ça, c'est des choses que nous avons expérimenté avec le Sahel. Avec le journal La Voix du Paysan, on a compris comment ça a servi. Avec le centre de documentation, on voit comment ça travaille. Vous voyez un peu, avec le système de formation des paysans par les paysans, ou bien le système de formation à travers les journées de formation. Donc, il y a un ensemble d'outils qu'il faut apporter dans un environnement pour pouvoir booster la production agricole. Et dans les 40 mesures, vous allez voir, comme vous le dites si bien, nous mettons l'accent sur ces outils-là qui devraient être des ferments
à l'activité agricole, qui devrait être des ferments aux jeunes, qui devrait être des ferments à ceux qui sont en milieu rural et qui ont envie de vivre un peu comme la nature leur a accordé la chance d'avoir, puisque ce n'est pas normal pour un pays comme le Cameroun qu'on puisse dire qu'on est assis sur un sac de riz et on meurt de faim. Ce n'est pas normal. Et pourtant, ceux qui ont faim sont avec nous, assis sur le sac de riz. C'est un peu ça la révolution. En dehors de la voix du paysan, vous avez également voulu faire plaisir aux acteurs du monde rural. Avec éclat d'Afrique. Avec éclat d'Afrique. Mais les gens n'ont pas toujours compris, à un moment donné, le chemin qu'aux emprunts. Non, ne dites pas que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, nous, on a voulu faire un journal people. Vous voyez? C'est-à-dire, on a des vedettes. Qui sont des acteurs du monde rural. Non, on a des vedettes qui s'affichent dans les journaux people. Samuel Eto'o, il est populaire. Donc, il est connu. Un journal, vous mettez la tête de Samuel Eto'o, il est connu partout. Les gens peuvent acheter ce journal. Donc, nous avons aussi voulu faire un journal, Éclat d'Afrique, qui est le journal people des ruraux. Parce qu'en milieu rural, vous avez des gens qui excellent, des gens de très grande valeur dans le domaine de la médecine traditionnelle, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de la transformation, dans le domaine des traitements. Donc il y a plein de potentialités en milieu rural en termes de ressources humaines. Mais ces ressources humaines ne sont pas valorisées. Donc nous avons pensé que, en plus de la voix du paysan, en plus des recueils de fiches techniques, nous devons comprendre que les paysans ne vivent pas que de pain. Les paysans aussi ont une autre dimension de la vie. Nous avons pensé qu'il fallait sortir un journal, Éclat d'Afrique, qui valorise donc ces meilleurs qui sont en milieu rural dans les différents domaines que j'ai cités. Et c'est ça qui a fait le journal dont vous parlez, Éclat d'Afrique. Merci, Président. On va rappeler à nos téléspectateurs que pour mesurer l'importance, n'est-ce pas, de ces 40 mesures, ils peuvent, n'est-ce pas, aller sur Internet, taper www.croireaucameroun.net pour avoir donc plus d'amples informations sur les 40 mesures qu'on proposait et dire vraiment aux téléspectateurs que ces 40 mesures vont davantage s'étoffer parce que ce que vous avez proposé, ce que vous avez présenté en N'Djamena devant les chefs d'État sera encore quelque chose d'assez fort. Ah oui, l'avantage de N'Djamena, c'est que vous voyez comme ce soir, des interventions que nous avons eues, il y a des gens qui sont allés dans le sens de l'amendement, très intéressant par rapport à ce document. Ce qui fait que d'ici le mois de mars, en N'Djamena, devant les chefs d'État, on aura maintenant à présenter une version un peu très améliorée et enrichie des 40 mesures. Et on espère que les chefs d'État vont essayer de satisfaire quelqu'un qui a dit qu'il manquait la volonté politique pour pouvoir implémenter les propositions que nous faisons. Il faut déjà signaler que c'est déjà une volonté politique pour ces chefs d'État d'accepter déjà que parmi les sujets abordés à ce grand sommet des leaders panafricains, qu'on puisse parler de l'agriculture et de l'élevage. Tout à fait, tout à fait. Et j'espère pour les producteurs que je serai à la hauteur du défi. Parce que là, il sera question de vendre le milieu rural, de vendre la production agricole devant les chefs de l'État et de faire barrage à ceux qui pensent que du côté des politiques, il n'y a pas une volonté pour pouvoir dynamiser ce que nous sommes en train de proposer à travers les 40 mesures. Alors, Président Bernard Dzongan, nous allons nous séparer. Juste peut-être un point que nous avons omis et que vous souhaiterez peut-être insister en quelques minutes. Bon, écoutez, insister en quelques minutes, ce serait simplement de dire qu'il faudrait qu'on n'oublie pas que nous devons croire en nous, en croire en notre potentialité, et qu'on n'oublie pas qu'on devrait oser, et qu'on n'oublie pas aussi que notre développement nous incombe. C'est à nous de pouvoir nous développer. C'est à nous de donner l'orientation pour notre développement. Je profite de cette occasion pour dire à ceux qui croient qu'on est dépendant de l'extérieur. Moi, pour ma part, je pense que c'est non. Il faut que nous prenions l'initiative, que nous amenons les autres à nous accompagner dans la direction que nous aurons choisie. Et je crois pour ma part que ce 40 mesures, avec ce choix de faire de l'agriculture, donc j'insiste là-dessus, de l'agriculture, c'est-à-dire des activités agro-silvo-pastorales, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres, de faire de ça le premier levier de notre développement, je pense que tous nos partenaires devraient nous y accompagner, pas chercher à nous proposer autre chose que ce choix que nous sommes en train de vouloir faire et qui constitue pour nous un choix, comme l'a dit quelqu'un du Bénin, et puis je pense aussi de la Guinée, on a dit cela, c'est quelque chose qui nous est salvateur. Merci, Président Bernard Dzongan, pour avoir donc accepté d'être notre invité pour cette édition spéciale Agripan, consacrée donc à ces 40 mesures pour faire décoller le Cameroun et l'Afrique par l'agriculture en 5 années seulement. Merci pour ce projet économique, Madame, Monsieur. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition
spécial et nous vous donnons rendez-vous pour ce qui est de nos programmes dans les prochaines secondes. Mais n'oubliez pas le grand rendez-vous de N'Djamena, ce grand sommet des leaders panafricains, où vous aurez encore le président Bernard Djongan, cette fois-là, devant les chefs d'État et de gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir et restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.